Bienvenue au musée de Terra Amata pour cette nuit des musées 2020. Alors une nuit des musées un petit peu particulière parce qu'évidemment avec les contraintes sanitaires, on n'a pas pu vous présenter le programme que nous aurions voulu, mais on a quand même souhaité conserver un certain nombre de choses et en particulier cette lecture de l'ouvrage de Roy Levis, Pourquoi j'ai mangé mon père, par Nicolas Delio. Alors Nicolas va nous lire 2 passages de cet ouvrage. Je vais contextualiser un peu le livre. Ce livre raconte l'histoire d'une famille d'hommes préhistoriques. Alors ça pourrait être les hommes qui vivaient il y a 400 000 ans à Terra Amata, bien que dans l'histoire ça se passe en Afrique. Pourquoi ? Eh bien parce que le père de famille, Édouard, découvre le feu. C'est l'homme qui va découvrir le moyen d'allumer le feu. Et le narrateur, eh ben, c'est son fils, Ernest. Et son fils Ernest raconte l'histoire de la découverte du feu par Édouard et raconte tout ce qui va se passer par la suite. Donc, on va, dans un premier temps, découvrir un premier extrait. Avant d'avoir du feu, nous étions des minables. Certes, nous étions descendus des arbres, nous avions le biface et le coup de poing, mais quoi de plus ? Et toute griffe, toute dent, toute corne dans la nature semblait nous être ennemis. Nous voulions nous considérer comme animaux du sol, mais il nous fallait regrimper dardard sur un arbre dès que nous nous trouvions dans le moindre pétrin. Nous devions toujours, dans une grande mesure, vivre de légumineuses, de baies et de racines. Et pour arrondir notre ration de protéines, nous étions bien contents d'une larve ou d'une chenille. Et quoique, pour soutenir notre croissance physique, nous eussions désespérément besoin d'aliments énergétiques, nous souffrions toujours d'une pénurie chronique à cet égard. C'était pourtant cela qui nous avait fait quitter la forêt pour la plaine. On y trouvait abondance de viande. L'ennui, c'est qu'elle était toute sur 4 pattes. Et d'essayer de chasser la viande sur 4 pattes, bison, buffle, impala, oryx, gnou, bubal, gazelle, pour ne mentionner que quelques mets dont nous aurions aimé faire notre ordinaire, quand on essaie soi-même de se tenir difficilement sur 2, c'est littéralement un jeu d'andouille. Or, nous étions bien obligés de nous mettre debout pour regarder par-dessus l'herbe haute de la savane. Parfois, on surprenait un grand ongulé, un zèbre ou un cheval, mais qu'en pouvait-on faire ? Cela vous donnait des coups de pied. Ou bien on parvenait à mettre aux abois une bête boiteuse, mais elle vous présentait ses cornes et il fallait une horde de pithécanthropes pour la mettre à mort. Moyennant une horde, oui, on arrive à forcer le gibier, à l'encercler. Seulement voilà, si vous voulez garder une horde assemblée, il vous faut la nourrir. Ce qui suppose un approvisionnement considérable. C'est là le plus ancien cercle vicieux en matière d'économie. Une équipe de chasseurs est nécessaire pour obtenir le moindre tableau décent. Mais pour obtenir l'équipe, il faut pouvoir lui assurer un tableau régulier. Tant que ça reste irrégulier, vous n'arrivez pas à tenir ensemble un groupe qui dépasse 3 ou 4. Vous voyez le problème. S'attaquer d'abord aux lapins, irax et autres petits rongeurs que l'on pouvait abattre avec une pierre. Courir après une tortue, voire une tortue de mer, ça pouvait aller. Et quant aux serpents, aux lézards, si l'on étudiait leurs coutumes avec assez d'assiduité, on finissait par en attraper. Pas de difficulté ensuite, une fois tué, pour découper ce petit gibier avec un biface de silex. Et bien que les meilleurs morceaux ne soient pas faciles à déchirer ou à manger, quand on n'a qu'une dentition d'herbivore, on peut auparavant les dépecer, les émietter avec des pierres. Ensuite, finir de les mastiquer tant bien que mal avec ces molaires qui n'étaient destinés à l'origine qu'à écraser des fruits. Les morceaux de choix de tous ces animaux, c'étaient des parties molles. Non qu'elles fussent très ragoûtantes, mais
Quand vous avez passé la journée à courir affamé sur vos pattes de derrière, et si vous voulez nourrir votre cerveau, vous ne faites pas le délicat. Ces morceaux-là étaient l'objet de grandes compétitions. Et nous avions un goût particulier pour tous les animaux spongieux qui soulageaient nos dents et nos estomacs. C'était encore ainsi il n'y a pas longtemps. Pourtant, je me demande combien de gens s'en souviennent aujourd'hui. Combien se rappellent ces indigestions qui nous torturaient jadis? Et même, combien est succombé? Et cette mauvaise humeur des premiers pionniers subhumains constamment aigris par ces dérangements gastriques. Allez donc arborer un visage ensoleillé quand vous souffrez d'une colite chronique. Car qu'on n'aille pas croire que de quitter un régime purement végétarien, et même composé essentiellement de fruits, pour devenir omnivore, ce soit une opération aisée. Non, cela demande au contraire une patience et une obstination énormes. Garder dans l'estomac des choses qui vous dégoûtent, et de plus vous rendent malade, cela exige une discipline de fer. Seule une ambition farouche d'améliorer votre situation dans la nature pourra vous soutenir dans une telle transition. Non que vous ne tombiez de temps en temps sur une friandise, mais toute la vie n'est pas riz de veau et limaces. Dès le moment que vous prenez pour but de devenir omnivore, il faut, comme le mot l'indique, apprendre à manger de tout. De plus, quand ce que vous avez, ce qui est de règle, c'est de la vache enragée, vous ne pourrez vous permettre d'en rien laisser dans votre assiette. Comme petit enfant, on m'a encore élevé strictement selon ces principes. Oser dire à maman qu'on ne voulait pas de ceci ou de cela, de la fourmi pilée, du crapaud mariné, c'était vouloir s'attirer une bonne baffe. Finis-le, c'est bon pour ta santé. Voilà la rengaine de toute mon enfance. Et c'était vrai, bien entendu. Car la nature, en merveilleuse adaptatrice, finissait par durcir nos petits intestins et par leur faire digérer l'indigeste. Devenir carnivore est beaucoup plus pénible que de l'être de naissance. Car n'oubliez pas que les félins, les loups, les chiens, les crocodiles déchirent seulement leur viande en morceaux et l'avalent tout rond, sans se soucier si c'est de l'épaule, du rumsteak, des tripes ou du foie. Tandis que nous ne pouvions rien engloutir sans l'avoir longuement mastiqué. Mâche 32 fois avant d'avaler. Encore une maxime de mon enfance. Sinon, c'était bon pour un mal de ventre, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Quelque répugnant que fût le goût, la langue et le palais devaient donc l'explorer à fond. Et il n'y avait qu'une sauce à tout cela, notre appétit. Mais cette sauce-là, nous n'en manquions jamais. Alors, cette histoire d'Édouard et de ses enfants, les différents fils et les différentes filles de la famille, dont le narrateur Ernest, se poursuit évidemment. Il leur arrive des tas d'aventures diverses et variées. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Édouard finit par mettre le feu à la forêt. Et le groupe, la famille, est obligé de partir. Et on va découvrir ce qui se passe. L'énorme feu de brousse, faute de combustible, s'était consumé aux confins d'une vaste plaine aride où la terre, trop mince encore sur la roche volcanique, ne pouvait nourrir assez de gibier pour entretenir une horde comme la nôtre. Car elle était devenue nombreuse entre-temps. J'étais propriétaire d'un beau garçon, Oswald de même. Alexandre avait 2 filles jumelles qui le rendaient gâteux. Toby se préparait à être père d'un jour à l'autre. Jusqu'à tante Laure, qui, elle aussi, attendait un heureux événement. C'était toute cette musique, la danse et puis l'enlèvement des filles, nous avait-elle confié sur un ton de pruderie heureuse. Vania disait que c'était bien comme ça qu'il fallait faire du temps qu'il était un jeune singe, et alors voilà,
ça lui est revenu, l'idée l'a pris de m'assommer et de m'emporter dans la forêt. Père était enchanté des nouveaux bébés et il tâtait leur petit crâne avec tendresse. « C'est encore peu volumineux, disait-il, mais c'est bien malléable et ça se développera. Vous autres femmes, ne vous plaignez pas si de mettre au monde un bébé vous devient moins aisé avec le temps. Pas de progrès qui ne se paye. L'évolution est à ce prix. » Jour après jour, l'exode se poursuivait. Nous avancions péniblement, marchant et chassant en marchant. Nous passâmes l'équateur et traversâmes un vrai désert où nous faillîmes mourir de faim et de soif. Ensuite, après 1000 aventures, et alors que nous avions franchi une chaîne de collines progressivement plus verdoyantes, du sommet de l'une d'elles, nous découvrîmes un paysage qui nous payait de nos peines. Un moutonnement sans fin, coupé de fleuves et de lacs étincelants sous le soleil, de buissons d'or, de marais d'émeraude et de milliers d'hectares de chasse. Herbes, fourrés, bois et forêts, ponctués de rochers à fleur de terre. Au-delà, un long mur de falaises fermait l'horizon. « Du gibier !» hurla Oswald. « Je le vois, je le sens, comme si je le touchais !» Et il ajeta son javelot en piétinant sur place, tout excité. « Et voilà du calcaire plein de cavernes, dit Toby, pointant du doigt vers les lointaines falaises. « C'est la terre promise, murmurai-je. » Père sourit en silence en caressant sa barbe. Il plissait les yeux pour y voir contre le rayonnement éblouissant du soleil sur son déclin. Étrangement, il poussa un soupir profond et il dit « Eh bien, descendons-y. » Nous ne fûmes pas déçus. Si tard que ce fut déjà, nous eûmes pour le dîner abondance de gibier rôti de premier choix. Nous endormîmes la joie au cœur. Mais je m'éveillai avant l'aube, avec la pénible impression que quelque chose clochait. Je sautai sur mes pieds, les autres en firent autant. Nous tâtonnâmes pour saisir nos javelots, ils avaient disparu. Avec terreur, je vis autour de nous, l'air rien moins qu'amical et nos javelots en main, une horde étrangère, puis je vis Père qui s'était avancé vers un pithécanthrope blanchi sur le harnais et qui visiblement était le chef. « Do you speak English ?» dit Père aimablement. « Sprechen Sie Deutsch? Habla espagnol? Kya hap hindi bolsekteho? Aut latina, aut greca lingua loquimini ?» Mais non, bien sûr, suis-je bête. Eh bien, conclut-il, tandis que l'autre secouait la tête à chacune des questions. Revenons-en au bon vieux langage par signes. Ce fut une longue affaire. Alternativement, chacun des interlocuteurs montrait du doigt les arbres, l'herbe, les javelots, les fils, le squelette du daim que nous avions mangé la veille, les ventres des uns et des autres. Il leur fallait se répéter souvent avant de se faire comprendre. Néanmoins, si lentement que ce fût, ils devaient progresser car, dans l'après-midi, la tension avait nettement décru. Au coucher de soleil, on aurait pu parler presque de cordialité. On nous apporta même un peu de nourriture. Elle était crue. Nous n'avions pu entretenir le feu, mais maintenant, sous l'œil intéressé des étrangers, nous soufflions sur les cendres pour le ranimer. Nous réussîmes à cuire le menu fretin qu'ils avaient apporté. Lézard, quelques irax, un petit faon et une grande tortue. Sur les instances de Père, leur chef accepta de goûter un morceau de celle-ci. À en juger par son roulement d'yeux, cela dut être à son goût. La nuit venue, nos gardiens se retirèrent à quelque distance, emportant toutefois nos javelots par prudence. « Eh bien, dit Père, je regrette le temps que cela nous a pris, mais c'est toujours l'ennui avec une langue universelle, pleine de lenteur, de répétition et dépourvue de subtilité. Ceci dit, la situation est simple et se résume en quelques mots. Propriété privée, les contrevenants seront poursuivis. » Tu veux dire, demanda Oswald stupéfait, qu'ils se sont arrogés l'apanage de toute cette plaine ?
Eh bien, il ne manque pas de culot, ces métèques, dit-il. Ils prétendent qu'elles ne rapportent pas lourd, dit Père. C'est qu'ils ne disposent pas de nos techniques modernes, voyez-vous. Et comme ils ont, eux aussi, des familles nombreuses, ils nous disent de décamper, sinon il nous en cuira. Mais c'est idiot, il y a largement place pour tout le monde, dis-je. Toutefois, s'ils ont tellement faim, je suppose qu'il n'y a pas d'alternative, quoi que nous proposions. Ce n'est pas sûr, dit Père. Les pourparlers ne sont pas rompus. Ils reprendront demain. Il n'est pas interdit d'espérer que nous pourrons trouver une formule de compromis satisfaisante pour les deux parties. Dans l'intérêt de notre horde et compte tenu de l'importance des problèmes en cause, je compte ne négliger aucune ouverture. En attendant, nous sommes prisonniers sur l'honneur et de plus, sous la surveillance d'un certain nombre de sentinelles. Sale métèque, grommela Oswald. Et nous nous préparâmes à dormir dans un état d'esprit plutôt pessimiste. Le lendemain fut semblable à la veille. Les deux plénipotentiaires, accroupis à l'écart, discutaient en gesticulant, parfois sautaient sur leurs pieds et mimaient quelque opération, telle que de tailler des silex ou d'égorger quelqu'un. Nous attendions Maussade, assis tristement autour des cendres, car on ne nous permettait pas de vaquer alentour pour ramasser du combustible. Oswald avait essayé de se procurer une massue sous ce prétexte, mais on l'avait repoussé de la pointe d'un javelot. Sale métèque, maugréait-il. C'était vite devenu ses deux mots favoris. Nous eûmes peu à manger, mais Père rentra le soir plus optimiste. Il se dessine une chance, nous dit-il. Ils nous permettront de rester ici, demandai-je. Pas de déclaration prématurée, dit Père prudemment. Il se donnait de l'importance, à mon avis. Un communiqué détaillé sera publié en temps utile. Le lendemain, toutefois, un accord était visiblement en vue. Les deux chefs de horde semblaient en effet dans les meilleurs termes, riant, blaguant, se frappant mutuellement les omoplates. Pour finir, ils se levèrent et disparurent ensemble dans la brousse. Le temps passait, le soleil déjà baissait à l'horizon et il ne revenait pas. Notre inquiétude avait crû d'heure en heure et je commençais de craindre quelque perfide traîtrise. Nous ne pouvions rien faire. La faim nous avait affaiblis, tandis que nos gardes chiourmes étaient armés et bien nourris. Puis pendant un instant, mon cœur cessa de battre. Une fumée montait en spirale derrière les arbres. Nous comprîmes que c'était la fin et que la nôtre était proche. Alors, à notre extrême surprise, nous vîmes Père qui revenait vers nous d'un pas agile et sans escorte. « Tout est arrangé, dit-il. Un traité en bonne et due forme. Il sera ratifié demain au cours d'un grand banquet. Chérie, dit-il à Mère, tu m'obligerais en faisant un effort spécial pour ta fameuse tortue rôtie en carapace à la bolognaise. Ce fut ma ligne de sauvetage tout le long de ces pourparlers délicats, et sans elle, je me demande s'ils auraient abouti. Bon, mais les termes du traité, demandai-je. Article 1, dit Père solennellement. La moitié sud de la plaine nous est attribuée pour la chasse. Une commission ad hoc sera constituée par la suite pour délimiter la frontière. La moitié, dit Oswald. Pas mal, pas mal. Article 2, continua Père. Chaque horde s'en tiendra à son territoire et ne braconnera pas chez le voisin. Article 3, nous logerons dans l'extrémité occidentale des falaises calcaires. Mais c'est là que sont toutes les cavernes, s'exclama Toby. Comment les as-tu obtenues? C'est pourri d'ours troglodytes, dit Père Hillard. Il a beaucoup insisté pour que ce soit nous qui les prenions. Eux, ils ont quelques petits abris rocheux à une lieue d'ici qui n'empêchent pas les léopards de chipper leurs bébés. Je ne leur ai pas dit que nous savions nous débrouiller avec les ours, bien entendu. Bon travail, approuvai-je. Ah, c'est bon, dit Père. Le fait est qu'il est persuadé que c'est lui qui m'a possédé. Article 4. En dehors de la chasse, les hordes seront amies, libres de poursuivre à leur façon chacune leur évolution. Elles se entre-appariront de façon exogame et dans tous les domaines travailleront de concert au profit de la paix, du progrès et de la prospérité mutuelle. Il faut toujours finir ce genre de choses sur quelques mots ronflants. Et voilà. Eh bien,
Et l'article 5, dit Griselda. Ou bien est-ce peut-être une convention secrète? L'article 5? Que veux-tu dire? Demanda Père. Celui, dit Griselda, qui précise qu'en contrepartie de tout ce qui précède, la horde qui sait faire le feu en passera le secret à celle qui ne le sait pas. Ce n'est pas inclus dans le traité, dit Père, mais c'était une question d'équité que tu le leur as donné, explosai-je. Cette fumée révélatrice, et nous qui avions été assez idiots pour croire que Père était en danger. Et sans nous le demander, criai-je. Pas étonnant alors que tu aies obtenu un bon traité. Toi, tu as... Je ne t'ai pas consulté, en effet, dit Père avec le plus grand calme. Mais tu dois comprendre sans mal que dans la situation où nous étions, c'était bien de la chance que nous eussions quelque chose à marchander. Je n'en crois rien, hurlai-je. Tu pouvais obtenir tout cela à meilleur prix. Maintenant, ils vont accéder au même niveau que nous. Mais c'est cela que tu voulais, hein? Tu le leur aurais donné de toute façon. Tu avais envie de le leur donner, hein? J'étais obligé, dit Père. Comment le savoir, siffla Griselda. Étions-nous même réellement en péril? Qui sait s'ils n'avaient pas manigancé toute l'affaire, au moins pour une grande part? Père haussa les épaules. Allons, dit-il, ne vous conduisez pas comme des idiots. Une chose comme celle-là, vous ne l'étoufferez pas. Le feu sera de toute façon le lieu commun de la prochaine génération, qu'on le lui donne ou non. Pensez donc plutôt à quelque chose de neuf qui ne sera pas un lieu commun. C'est ainsi seulement qu'on progresse. Tu nous as dépouillés de notre patrimoine, dis-je, obstinément. Tu as remis entre les mains d'un peuple primitif une puissance mortelle. Tu es sûr, dit Mère, qu'ils sauront s'en servir sans danger? Absolument, dit Père avec gravité. Je leur ai fourni en détail toutes les instructions nécessaires. À mes conditions, bien entendu. La meilleure chasse de toute l'Afrique. Si nous allions chasser, je suis mort de faim. Mais voilà, en tout cas, je tiens à remercier Nicolas Delio pour sa lecture de ce bel ouvrage. Et je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce programme de notre Nuit des musées dématérialisée. J'espère pouvoir vous retrouver bientôt au musée de Terra Amata. Bonne soirée.